Après cette étude de la Syrie, donc nous la plaçons sur la carte, c'est le premier élément qu'on place sur notre planisphère, donc en respectant la couleur qu'on a choisie en légende. Et cette Syrie, nous allons la situer dans son contexte régional, c'est-à-dire dans l'étude du Proche-Orient. Donc maintenant que nous avons placé la Syrie, le Proche-Orient, donc Proche ou Moyen-Orient d'ailleurs, les deux expressions se valent, donc on va y trouver l'Israël, l'Égypte, l'Irak, l'Iran que nous avons un petit peu cité, mais aussi la Turquie, l'Arabie Saoudite, rentrons dans la carte dont je vous ai demandé de faire la lecture. Alors je vais guider cette lecture maintenant et essayer de vous donner quelques pistes, simplement, quelques éclairages pour comprendre cette région du monde. Alors la première chose qu'on voit, c'est toutes ces bannières rouges qui sont reliées à ces petits symboles montrant qu'il y a des conflits nombreux dans cette région du monde. Alors, ces conflits sont aussi provoqués parfois par des interventions militaires étrangères, notamment celles des États-Unis et de leurs alliés. Alors, une qu'on connaît déjà, la guerre du Golfe en 91. On l'a expliqué, je ne reviens pas dessus. Deux autres sont à repérer, celle qui a lieu en Irak en 2003 et en Afghanistan à partir de 2001. Alors dans ces deux régions, c'est une réaction des États-Unis aux attentats qui ont eu lieu le 11 septembre 2001. L'attaque de l'Afghanistan était en fait l'attaque d'un groupe terroriste en Afghanistan, le groupe Al-Qaïda, qui avait commandité les terribles attentats contre les tours jumelles du World Trade Center et contre le Pentagone à Washington, donc en septembre 2001. Deuxième opération militaire d'envergure, c'est une guerre menée par les États-Unis en 2003 pour renverser Saddam Hussein, qui est accusé de soutenir justement le terrorisme international. Cette guerre va grandement déstabiliser la région. Les conflits sont donc nombreux, ici, et cette carte n'est pas suffisante, car il faut qu'on en rajoute d'autres, ceux qui sont la conséquence aussi des printemps arabes que j'avais évoqués en 2011. Donc voici les États, par exemple, qui ont été concernés par des révolutions à partir de 2011, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie évidemment, le Qatar, ici, et le Yémen. Dans deux de ces États, ça a débouché sur des guerres civiles, qui ne sont toujours pas terminées aujourd'hui, la guerre civile en Syrie, et la guerre au Yémen. À cela, il faut ajouter la volonté d'États de cette région de s'imposer comme des puissances, et des puissances les plus importantes de cette région du monde. Donc, ces États avec des ambitions de puissance régionale, ce sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, l'Iran qui en plus poursuit un programme d'armement nucléaire, alors qu'il a en partie arrêté sous la pression internationale. Je peux rajouter aussi l'Égypte, dans une moindre mesure, mais surtout la Turquie. Turquie d'autant plus aujourd'hui concernée par les événements de la Syrie, que c'est un État frontalier avec une importante population kurde qui a pu et qui mène parfois encore des guérillas contre l'État turc. Donc vous voyez que la situation est relativement déjà complexe. Alors, ce n'est pas suffisant, il y a encore d'autres éléments de complexité dans cette région. La diversité religieuse. Alors, ce sont des pays souvent arabo-musulmans, mais ce n'est pas suffisant, puisque même si ce sont des pays d'islam, il y a plusieurs islams. Alors, je passe sur les minorités, il y a des minorités chrétiennes dans cette région, puis aussi des minorités, enfin une population juive dans l'État d'Israël. Je m'intéresse simplement à l'islam. Vous avez des pays d'islam chiites majoritaires, des pays d'islam sunnites. Ce sont deux branches de l'islam, comme il y a plusieurs branches du christianisme, et entre les chiites et les sunnites, il peut y avoir de l'hostilité entretenue par les pouvoirs politiques désignant les pratiquants d'un islam un peu différent comme des ennemis qui sont dans l'erreur religieuse. Ça peut être notamment un moyen aussi de comprendre les soutiens apportés à la Syrie. Donc la Syrie, on avait dit que la Turquie, la Jordanie et l'Arabie Saoudite étaient plutôt en soutien aux rebelles, et que l'Irak et l'Iran étaient en soutien au régime syrien. Bien, regardez, voici la carte de la répartition de l'islam sunnite en vert clair et de l'islam chiite en vert foncé. On remarque que l'Irak et l'Iran sont plutôt des pays chiites, qui vont soutenir le régime de Damas, donc le régime de Bachar el-Assad, correspondant aussi à une population plutôt chiite.
on fait valoir son identité religieuse ici comme un élément de ralliement à une cause. De la même façon, l'Arabie saoudite soutient les rebelles sunnites au régime syrien en en prétendant soutenir donc un point de vue religieux, une identité religieuse. L'Arabie saoudite ou l'Iran, dans les deux cas, sont surtout en train d'essayer de placer des pions sur une partie d'échec, sur un échiquier, en essayant de prendre l'avantage. Il faut savoir que ici, la religion, elle est instrumentalisée. On n'est pas dans des guerres de religion, on utilise la religion pour dresser des populations les unes contre les autres ou créer des solidarités. Il faut rajouter à ceci une diversité des peuples. Diversité des populations, donc on est dans des pays arabes, mais il y a aussi beaucoup de pays qui ne sont pas arabes, les Turcs, en Iran, les Perses, et puis on peut rajouter aussi les zones de peuplement kurdes. Donc ce sont des peuples qui se différencient par leur tradition, par leur langue, qui ont parfois la même religion, parfois non. Hein, il y en a certains qui sont sunnites, d'autres qui sont chiites, mais vous avez ici une cause aussi d'instabilité, puisque les Kurdes réclament un État, ils voudraient réaliser leur unité et leur indépendance depuis longtemps. Évidemment, l'Iran, l'Irak ou la Turquie, ou même la Syrie, y sont opposés, puisque ça remettrait en cause leur intégrité territoriale. Enfin, pour terminer, eh bien, il va y avoir un espace qui a une importance qui dépasse largement le cadre régional, puisque le Proche-Orient est un endroit où il y a d'importantes ressources pétrolières, notamment, vous le voyez à travers ici ces symboles, dans toute la région du Golfe Persique, et enfin des passages maritimes stratégiques, le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz, qui permet l'accès ici aux ressources pétrolières du Golfe Persique. Donc ici, bien, c'est pas simplement donc les enjeux régionaux qui sont importants. Le pétrole, ça compte pour l'Europe de l'Ouest, pour l'Europe, pour tout le continent européen développé, pour la Chine, pour l'Amérique du Nord et pour l'économie mondiale en général. Ce qui explique notamment que dans cette région du monde, on trouve la présence de la flotte de guerre américaine. Illustration au passage de la puissance américaine. Donc vous l'aurez compris, nous avons ici, la région qui détient à elle seule la moitié des ressources mondiales en pétrole, nous avons bien ici une région soumise à de multiples enjeux complexes qui expliquent et peuvent permettre de comprendre le déclenchement de certains conflits. Donc voici le résumé. Le Moyen-Orient, un foyer d'instabilité. Je choisis une couleur. Donc des luttes nationales, avec l'exemple du peuple kurde, une diversité religieuse qui est source et moyen d'affrontement entre notamment les sunnites et les chiites musulmans, des enjeux internationaux avec les routes de commerce maritimes, les isthmes, les détroits, isthme de Suez et détroit de Hormuz par exemple, et enfin les ressources en hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Enfin, des enjeux de puissance régionale, donc 3 pays surtout à retenir ici, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie. Ces trois-là, ça serait bien de savoir les placer, en plus de la Syrie.